Aujourd'hui, on va parler de Éric Zemmour, qui était hier l'invité de Duhamel. Il y a deux Duhamel, de Benjamin Duhamel. On va le mettre, ça dure 44 minutes. Hop. BFM TV, tout le monde veut savoir. Benjamin Duhamel. Vous regardez Tout le monde veut savoir et tout de suite, l'invité du jour. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir, ancien candidat à l'élection présidentielle, président du parti Reconquête. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir, bien sûr la situation politique. Est-ce que ce budget vous convient, vous qui aviez appelé à ne pas censurer Michel Barnier? On parlera également des chiffres de l'immigration, du droit du sol, de celui qui semble être votre modèle, Donald Trump. Mais je voudrais commencer par cette information qui est tombée il y a quelques instants, le tribunal administratif de Melun qui a donc annulé l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français qui touchait l'influenceur Doualem, cet influenceur algérien que le ministère de l'Intérieur souhaitait expulser. Place Beauvau, le ministère qui a fait appel, mais cet appel n'est pas suspensif. Ça veut donc dire que cet influenceur Doualem peut sortir du centre de rétention administrative. La procédure d'urgence d'expulsion, qui avait été invoquée par le ministère de l'Intérieur, a donc été jugée excessive par la justice. C'est ça le résultat quand on veut gonfler les muscles et qu'on considère que la politique est plus forte que le droit? Mais la politique n'est jamais très éloignée du droit, cher Benjamin Duhamel. Vous savez, il est de coutume, depuis des dizaines d'années, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le coup d'état des juges en 1997. Donc j'avais enquêté à l'époque déjà sur les pratiques des juges, qu'ils soient de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, et il est très courant qu'ils utilisent, que certains magistrats utilisent toutes les subtilités du droit, et Dieu sait s'il y en a, vous savez, Giraudoux disait, le droit est le royaume de l'imagination, pour imposer leur vision politique. Quelle est leur vision politique? Leur vision politique est d'abord une espèce de sacralisation des droits de l'individu, et deuxièmement, un internationalisme qui fait que nous sommes tous citoyens du monde et que la France n'a pas de droit par rapport à la défense de son territoire, etc. Mais Éric Zemmour, si je vous écoute, au fond, Oui. vous c'est ce laïus sur un Mais c'est gouvernement pas de la juges, laïus, des juges politisés. Est-ce qu'on peut juste considérer que l'état de droit fonctionne de telle manière qu'il y a des règles concernant l'expulsion, y compris d'individus qui n'ont pas vocation à être sur le territoire, que Bruno Retailleau visiblement a souhaité une expulsion en urgence et que cette expulsion en urgence a été jugée contraire au droit? Benjamin Duhamel, vous pouvez faire du juridisme. C'est pas du juridisme, Moi, ce sont les règles de droit. Moi, je Zemmour. pense que la démocratie, c'est d'abord le pouvoir du peuple, c'est la volonté du peuple. C'est Donc, pas de garde-fou, pas attendez, de possibilité ne caricaturez pas de faire comment dire de Non, faire mais vous appel voyez, devant la justice si, administrative si. quand on Non, est expulsé. non. Écoutez, il y a la démocratie, le pouvoir du peuple. Il y a le droit. Le droit, qu'est-ce que c'est? C'est le respect de la loi. Et évidemment que le gouvernement est soumis au respect de la loi. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une conception qui est celle des juges depuis, je vous le répète, depuis des décennies, qui est que les droits de l'individu s'imposent en tout et pour tout aux droits de l'État et de la nation. Surtout en droit administratif. La philosophie du droit administratif, normalement, c'est de concilier la liberté de l'individu, qui m'est chère, et avec les intérêts de l'État et de la nation. En l'occurrence, j'estime que cette décision ne respecte pas cet équilibre et qu'elle ne respecte pas les droits de l'État à défendre son intégrité, sa souveraineté et la volonté du peuple. Je vous donne cette information par ailleurs. L'influenceur Doualem est sorti du centre de rétention administrative. Vous savez, comme Là, pour le coup, c'est des c'est le centaines droit. et des milliers d'immigrés clandestins qui sont libérés pour une peccadille sur un rapport de police. Vous savez, je vous ai dit, le droit, c'est très bien, Mais Éric c'est Zemmour. sacré, mais le juridisme, c'est une déviance du droit. Rentrons dans le détail et on parlera dans un instant de la question des relations avec l'Algérie, puisque c'est aussi ce dont il est question, puisque
Rappelons à ceux qui nous regardent que cet influenceur était parti pour Alger, atterrissage en Algérie, et que les autorités algériennes avaient refusé de le récupérer. Il avait pourtant un passeport, et donc il était revenu en France. On en parlera dans un instant, mais sur précisément ce que vous êtes en train de dire sur la justice administrative. Vous, président, si je veux dire, vous au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez différemment pour, en quelque sorte, contourner, si j'ose dire, cette décision en droit du juge administratif qui considère que la procédure utilisée n'était pas la bonne et qui dit le problème c'est la procédure en urgence, il peut parfaitement y avoir une procédure normale, c'est d'ailleurs visiblement la procédure que va choisir désormais le ministère de l'Intérieur, mais la procédure en urgence, elle était exorbitante pour là encore reprendre des termes juridiques. On peut changer les procédures, on peut changer le droit. Le droit ça se change par une loi, par le Parlement. Tout ça, c'est le produit d'un compromis. On peut changer le droit. Vous comprenez? Quand on est au pouvoir, on change le droit parce que aujourd'hui, il y a, pour moi, une priorité majeure qui est la lutte contre l'immigration et contre ce que j'appelle l'islamisation du pays. Et donc, si le peuple en donne le pouvoir, je prendrai des lois qui limiteraient cette possibilité des juges de faire tomber toutes les décisions administratives pour des peccadilles juridiques. Mais limiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire diminuer drastiquement le pouvoir du juge administratif sur les décisions. Ça veut dire limiter mise en rétention. Ça veut dire limiter le pouvoir des juges. Oui. Mais vous savez, les juges, c'est au fond tout puissant. Il y a pas une dictature des juges. Est-ce que c'est quoi la fin de les juges doivent être contre. C'est quoi la fin de l'état de droit? Non. Ne n'employez pas des lieux communs comme ça qui sont dérisoires. C'est pas des lieux communs, exactement. Benjamin, ce que vous dites. Le droit doit, encore une fois, protéger les individus contre le pouvoir excessif des gouvernements. Il ne faut pas que ça soit l'inverse. Il ne faut pas que le pouvoir soit désarmé par le droit. Donc, il nous faut absolument un équilibre, et j'estime que depuis des décennies, cet équilibre est rompu par un pouvoir excessif des juges. C'est-à-dire que le contre-pouvoir est devenu le pouvoir, et que le pouvoir est désarmé. Et ça se retourne contre le pays et contre le peuple français. Pour reprendre l'expression état de droit, je me souviens de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui disait que l'état de droit n'était ni intangible ni sacré. Il s'était ensuite repris en quelque sorte en disant je voulais pas parler de l'état de droit, mais de l'état du droit. Est-ce que vous considérez ce soir que cette décision de justice, la conséquence qui est que Doualem est libre, c'est un échec, c'est une défaite pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur? C'est évidemment un échec pour Bruno Retailleau, mais c'est un échec pour la France, parce que nous allons voir, puisque vous m'avez dit qu'on allait parler maintenant de l'Algérie, c'est la France qui est ridicule. Et cette décision de justice sert les intérêts d'un pays qui nous déteste et qui s'appelle l'Algérie. Il faut voir ça aussi. C'est pour ça que je vous parlais d'équilibre. Donc, allons sur le sujet de l'Algérie, qui est le sujet essentiel en vérité. Nous avons ce pays qui est en principe indépendant depuis 60 ans et qui, en fait, se repaît de sa détestation pour la France. Tous les échecs de ce pays sont mis sur le compte de la France, de la colonisation, et qui... je pense qu'il y a un rapport très pervers entre la France et l'Algérie. Vous savez, il y a quelques mois, M. Tebboune le président algérien, a donné une interview à un journal français et dans lequel il a déclaré, soi-disant sous forme de boutade, que la France devrait donner aux Algériens des visas de 132 ans. C'est-à-dire que c'est exactement la durée de la colonisation française en Algérie de 1830 à 1962. Qu'est-ce que ça signifie, cette fausse boutade? Ça signifie que les Algériens considèrent légitime de coloniser la France à leur tour. Et ça explique beaucoup de choses, ça explique beaucoup de comportements, ça explique cette haine de la France qu'on retrouve chez beaucoup d'Algériens qui vivent ici, qu'ils aient la nationalité française ou pas. Et ça explique le comportement du gouvernement algérien et l'échec absolu d'Emmanuel Macron dans sa stratégie vaine de réconciliation avec la. Mais Éric Zemmour, là encore, et je rappelle cette expression qu'avait notamment utilisée le président de la République à l'égard de la façon dont le régime algérien utilisait la mémoire, il avait parlé de rente mémorielle. Mais si, encore une fois, puisque c'est un responsable politique, c'était un responsable politique que j'ai en face de moi ce soir, dans le cadre des relations entre Paris et Alger, vous avez un ministre de l'Intérieur qui utilise d'ailleurs à peu de choses près les mots que vous utilisez, puisqu'il dit l'Algérie a voulu humilier la France, et qui prend cette décision avec un ton martial et qui décide de renvoyer un influenceur, dans le cas d'espèce celui dont on parle, Doualem,
qui est forcé de revenir puisque l'Algérie n'accepte pas. Pourquoi est-ce que vous réussiriez là où Bruno Retailleau échoue? Bruno Retailleau n'est pas un laxiste, n'est pas quelqu'un qui est dans cette vision-là victimaire vis-à-vis de l'Algérie. Écoutez, moi c'est très simple, je vois que avec la Colombie, Donald Trump réussit en 2 heures ce que Bruno Retailleau n'a pas réussi à faire avec l'Algérie. Ce que les gouvernements français n'ont pas réussi à faire avec l'Algérie. Les relations entre les États-Unis et la Colombie, c'est la même chose que les relations entre la France et l'Algérie. En tout cas, les moyens de pression dont nous disposons sont très importants. Lesquels? Écoutez, c'est très simple. D'abord, vous savez, c'est bien au-delà de cette expulsion, hein. C'est le fait que l'Algérie ne nous reprenne quasiment pas d'Algériens que nous expulsons clandestins, ils ne les reprennent pas. C'est bien au-delà de ce problème. Écoutez, commençons par le commencement. Nous pouvons bloquer tous les visas que demandent les Algériens pour venir en France. Et Dieu sait s'il y en a. C'est un acte de souveraineté, la France peut tout bloquer. Deuxièmement, nous pouvons, évidemment, nous devons rompre et supprimer l'accord de 1968 qui favorise l'immigration algérienne par rapport aux autres. Vous savez qu'un certain nombre de spécialistes considèrent que cet accord a d'ores et déjà été vidé de sa substance et que jouer sur l'accord de 68 ne changerait pas grand-chose. C'est faux. Il n'a pas été vidé de sa substance. La preuve, c'est que les Algériens ont des privilèges en matière, par exemple, de regroupement familial. Nous pouvons aussi supprimer un accord de 2007 qui est moins connu, qu'a évoqué M. Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui permet à tous les Algériens qui ont des visas diplomatiques de se rendre facilement en France. Et vous savez, en Algérie, comme dans beaucoup d'États africains, on distribue assez généreusement les visas diplomatiques. Mais nous pouvons continuer. Nous pouvons, par exemple, bloquer les demandes d'Algériens qui viennent se faire soigner en France. Et il y en a beaucoup. Et ils laissent une ardoise colossale. Je vais parler de l'ardoise qu'ils laissent en général. Vous savez, hier, nous avons réuni, dans le cadre du groupe européen, l'ENS, un colloque sur l'Algérie et sur les rapports entre la France, et Sarah Knafo, la députée européenne de Reconquête, a listé tout ce que nous coûte l'Algérie. Mais est-ce que vous avez lu, parce que vous parlez d'une interview du président algérien, non mais juste pour faire une incise, parce que c'est un dialogue. Moi j'ai lu, et sans doute comme vous, l'interview du président algérien dans les colonnes de l'opinion, qui répondait à toutes ces possibilités, et qui disait au fond, sur les transferts d'argent, il y en a pas énormément, sur les rapports économiques qu'il y a entre la France et l'Algérie. L'Algérie est un pays qui fait du commerce avec d'autres pays. Donc, est-ce que vraiment toutes ces mesures-là, ceux qui sont au pouvoir, pourquoi n'utiliseraient-ils pas ces arsenals-là et ceux dont vous parlez? Mais parce que ils sont dans une vision culpabilisée, je ne dis pas culpabilisatrice, parce que c'est nous qui sommes culpabilisés, de l'Algérie. Et donc moi pas. Donc je continue. Parce que M. Tebboune peut très bien, mais c'est très bien d'ailleurs, M. Tebboune, j'ai vu, a dit que les Algériens ne se feraient plus soigner en France. C'est très bien parce qu'il ferait bien de payer la note qu'il a laissée, parce que je vous disais qu'hier, Farah Knafo a fait l'étude de tout ce que nous coûte l'Algérie, c'est un total de 9 milliards par an, et pour les notes que les Algériens et les hauts dignitaires algériens ne payent pas dans les hôpitaux de France, on en a simplement pour l'année 2023 45 millions en Île-de-France, uniquement dans les hôpitaux d'Île-de-France, vous voyez. Et je ne vous parle pas de la fraude sociale, je ne vous parle pas de ce que nous coûte les prisonniers algériens. Rupture absolue rupture avec l'Algérie. Oui, rupture avec l'Algérie, s'ils continuent à ne pas nous prendre leurs clandestins et à même nous envoyer. Et je peux continuer. Il y a aussi les étudiants algériens qui viennent en France et que nous finançons, à qui nous payons des bourses pour venir étudier en France. Et je pourrais, alors là, si vraiment il y a un véritable affrontement, eh ben, l'arme nucléaire est simple. C'est la saisie des biens des dignitaires algériens en France. Comme nous avons fait aux oligarques russes. Je voudrais qu'on... Vous voyez qu'il y a des moyens. Oui, mais je vais, dans un instant, vous rétorquer un élément sur les rapports et le rapport de force avec l'Algérie. Je voudrais juste vous montrer cette image en exclusivité, celle de l'influenceur Doualen qui a donc quitté le centre de rétention administrative où il était en rétention suite à cette décision du tribunal administratif de Melun qui a donc annulé l'obligation de quitter le territoire. On le voit juste ici en train de sortir. Vous savez, je vous parlais du colloque hier dans le cadre de l'Europe des Nations, et on avait invité l'influenceur qui a justement dénoncé Monsieur Boualem, un Algérien, qui nous a expliqué avec une grande franchise et une grande honnêteté comment l'Algérie, depuis 50 ans,
éduquer sa jeunesse à haïr la France. Il nous l'a dit lui-même. Il nous a dit, même moi, quand je suis arrivé en France, j'estimais que c'était tout à fait normal Avec que la Éric France Zemmour. me devait de l'argent. Avec Éric Zemmour, une histoire coloniale qui existe. Mais C'est pour ça quand vous utilisez l'exemple du rapport entre les États-Unis et la Colombie, que je sache, les États-Unis n'ont pas colonisé la Colombie. et alors, vous savez, pour les pays d'Amérique du Sud, les États-Unis sont pires qu'un colonisateur. C'est un autre sujet. Et alors, je peux vous dire que nous avons aussi colonisé le Vietnam, et je ne vois pas des Asiatiques issus de l'immigration vietnamienne qui haïssent la France de cette façon. Pardonnez-moi, ce n'est pas la même chose. Et pourtant, nous avons aussi colonisé ces gens. Et il y a eu des guerres, il y a eu des affrontements, et il y a eu des massacres. Donc, en Algérie, vous savez, je pense que les Algériens pourraient nous être reconnaissants. Nous avons trouvé un pays qui était un cloaque. Être reconnaissant. Oui, reconnaissant. C'est quoi? C'est le couplet de la colonisation positive pour. Mais mon cher Benjamin Duhamel, ne prenez pas avec ironie. Je sais que Ah, dans c'est pas ironique. dans votre génération, on vous apprend que ce qu'il y a de mal pour la France, mais moi je vais vous dire quelque chose. On peut écouter Moi- Benjamin Stora, des Moi, et s'interroger sur la Benjamin gestion. Stora est l'historien du FLN, donc c'est pas la même chose. D'accord. Moi je suis... Vous ce soir l'apport positif de la Mais, colonisation. mais absolument, mon cher Benjamin Duhamel. Et en Algérie, je peux vous dire, parce que moi, mes ancêtres y vivaient depuis 1000 ans, que ce pays était un pays, c'était un cloaque, que la colonisation turque n'avait absolument rien fait, qu'il y avait le choléra, le typhus, que les terres n'étaient pas cultivées, que c'était une catastrophe. C'est la France qui a soigné tout ça. C'est la France qui a éradiqué les épidémies. C'est la France qui a construit des routes. C'est la France qui a construit des villes. Vous allez à Alger, vous allez à Constantine, regardez les immeubles. Vous verrez. Et donc, ça justifie aujourd'hui de considérer que, au fond, cette histoire coloniale, elle n'existe pas. Ah, je n'ai jamais dit qu'elle n'existait pas. Mais qu'en tout cas, il n'y Je a dis pas, en tout cas que nous n'avons dans pas... la façon de tenter de En raccommoder tout cas, les liens avec l'Algérie, il n'y a pas de fait des choses que la France a à se faire pardonner. Absolument, nous n'avons rien à nous faire pardonner. Rien du tout. Rien du tout. La torture, au moment de la guerre Mais, mon d'Algérie. cher, Mais mon cher, vous oubliez que ces gens-là faisaient sauter des bombes dans les cinémas et tuer les femmes et les enfants. Et donc, il fallait bien trouver des moyens d'arrêter. D'ailleurs, nous avons arrêté et la France a gagné cette guerre d'Algérie. Jamais l'armée algérienne n'est rentrée sur le territoire algérien et le terrorisme a cessé. Donc, c'est uniquement une décision politique du général de Gaulle que d'avoir décidé de donner l'indépendance de l'Algérie parce que, justement, il ne voulait pas que son village devint Colombey les deux mosquées, je vous le rappelle. Et toute l'erreur de nos élites, après, c'est d'avoir laissé venir des millions d'Algériens qui, justement, nous haïssaient à cause de cette colonisation française et qui, en France, éduquent leurs enfants dans la haine de la France. Il y a quand même un paradoxe, Éric Zemmour, dans tout ça, c'est que je suis allé regarder depuis 2020 l'évolution des ressortissants algériens acceptés par le régime d'Alger. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est au moment où Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à l'époque, avait décidé de tordre le bras d'Alger, notamment sur la question de la délivrance de visa, que la courbe des ressortissants algériens acceptés s'effondrait. Et c'est au moment de la reprise des discussions diplomatiques, notamment entre le président de la République et le président algérien, que la courbe remontait. Donc vous pouvez dire bras de fer avec l'Algérie, mais si ça aboutit à ce que tout simplement l'Algérie ferme ses frontières et qu'on ne puisse pas renvoyer le moindre ressortissant, je suis pas sûr que ce soit exactement le projet politique qui est Vous beau. voulez dire que la courbe remontait de 0 à 20? Non, Alors plus qu'il y que ça. avait des dizaines de milliers de clandestins algériens qu'on voulait renvoyer et qu'on pourrait renvoyer aussi les milliers de prisonniers algériens qui croupissent dans nos prisons et qui nous coûtent de l'argent. Il y a beaucoup de choses à faire avec l'Algérie, je peux vous dire. Éric Zemmour, je voudrais qu'on parle des chiffres de l'immigration, ceux de l'année 2024, parus avant-hier. Les titres de séjour accordés sont en hausse, plus 1,8%, mais il y a plus d'expulsions et moins de régularisation Donnez les que chiffres. l'année dernière. Plus d'expulsions par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on est passé de 7% des OQTF à 8%? Non, là c'est deux choses. On parle des obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées, et on parle du nombre d'expulsions, plus 26,7%. Non mais, bien sûr que dans ce débat, Éric Zemmour, chacun retient les chiffres qu'il souhaite. Benjamin Mais Duhamel, quand est-ce vous que- avez... Non mais est-ce qu'à minima, vous dites, est-ce qu'à vous avez minima, fait du calcul quand même. oui, ça Quand va vous avez arriver, fait 26% de 3 et 26% de 1 million, c'est pas le même nombre. Bon bah voilà, c'est tout ma réponse. Donc à aucun moment vous ne dites, vous qui ne cessez d'expliquer que les pouvoirs publics sont d'un laxisme fou, qu'il n'y a aucune volonté de réguler l'immigration. Là moi je regarde les chiffres et je vois plus d'expulsions et moins de Vous ne regardez régularisation. pas les chiffres. Vous regardez ce que vous a écrit le ministère de l'Intérieur. Moi, je vais vous donner les chiffres.
Vous avez une immigration qui est à 320 000 entrées légales, 330 000 aujourd'hui, entrées légales, plus les 180 000 de droits d'asile qui ne sont jamais expulsés, qu'ils soient acceptés ou refusés. Ça vous fait 500 000 par an. Vous savez sur les, d'ailleurs c'est 360 000 de continuer. séjours, mais vous savez combien d'étudiants sur ces 360 000? Absolument, 100 000. Un peu plus de 100 000, 109 000. Merci. Ces étudiants-là, ils ont pas vocation à rester sur le territoire. Ces étudiants-là, ils vont pour la partir. plupart, ne servent pas à la France. Pour la plupart. Je veux bien qu'on prenne quelques dizaines d'étudiants vraiment haut de gamme qui apportent à la France. Le reste, franchement, ils ne payent pas les droits qu'ils coûtent parce que la France, les universités françaises refusent de faire payer plus cher alors que la loi les y autorise. Donc on arrête les étudiants. On arrête, sauf des profils vraiment haut de gamme. Ça ne sert à rien et pour la plupart, ils restent en Et France. à quoi vous voyez les deviennent profils de gamme? des profils haut de gamme, des gens qui ont des diplômes supérieurs et qui peuvent vraiment apporter à la recherche française, etc. Ouais. Sinon, ça ne sert à Pour dire rien. les choses, C'est une évidemment, quand vous machine dites à les profils haut de immigration. gamme, c'est selon le pays d'où ils viennent. Pas seulement. Ah bon. Il y a par exemple des Marocains qui sont très forts en maths. Il y a des Marocains qui sont à Polytechnique. Ceux-là, je les respecte et je serais heureux de les Et accueillir. donc on passe à combien, à peu près combien d'étudiants on accepte 1000. 1000. Ça ne sert plus à rien. Donc on passe de 110 000 Absolument. à 1000. Absolument. D'accord. Il y a aussi le regroupement familial. À peu près 90 000, 100 000, vous avez le chiffre exact. Moi, je vous le dis de tête. Parce que ça dure depuis des années. Ça aussi, on arrête. On arrête. Voilà. Vous voyez, déjà là, ça fait des grosses masses. C'est ça, les vrais enjeux. C'est ça quand vous parlez de nombre. Après, vous avez aussi le droit humanitaire, etc., etc. Et vous avez le droit d'asile. Moi, je pense qu'il faut le droit d'asile. Et vous savez, le droit d'asile, est-ce que c'est le droit d'asile au départ? C'est Victor Hugo qui va à Guernesey. C'est Oui, j'avais eu l'occasion de vous interroger pendant l'élection présidentielle. Vous disiez c'est Victor Hugo et Solzhenitsyn. Oui. Donc ça veut dire que les femmes afghanes qui sont persécutées par le régime taliban, Elles restent en Afghanistan. donc où elles n'ont le droit de rien faire, où elles sont persécutées, elles restent chez elles, pas le droit d'écouter de la musique, pas le droit de travailler. Et alors? Attendez, vous savez combien combien, avec vous savez combien si elles elles souhaitent quitter l'Afghanistan pour éviter la persécution, Vous voulez ce accueillir, n'est pas la vocation de la France de les accueillir. non. Vous voulez accueillir toutes les femmes afghanes, parce que toutes les femmes afghanes vivent comme vous le dites. Donc ça vous fait 10 millions de personnes. 20 millions de personnes. Vous allez les accueillir dans votre salon? Non mais c'est assez étonnant. Non, mais moi aussi, je Non, mais veux vous montrer, Non mais je veux vous montrer les limites de votre pseudo-humanisme. Mais c'est pas du Parce que pseudo-humanisme, votre Eric Zemmour, humanisme, puisque vous citez. ça finit par un Afghan qui va tuer un gamin demain. Je parlais des femmes, afghanes, Eric Zemmour. Je parlais des Les femmes femmes afghanes. afghanes, elles ont des enfants. Et je m'interroge sur d'abord le fait que vous ne cessez de vanter la spécificité française, le message que la France a apporté au monde. Que vous parlez il y a un instant du droit d'asile en disant le droit d'asile c'est notamment Victor Hugo. La France de Victor Hugo, elle accueille pas les femmes afghanes en Non, France. la France de Victor Hugo, elle n'accueille pas les femmes afghanes. Ah bon? Parce que le droit d'asile à l'époque de la France de Victor Hugo, c'est uniquement pour des gens qui sont comme Victor Hugo, c'est-à-dire des réfugiés politiques et des grands intellectuels. Aujourd'hui, on a ajouté des conditions de droit d'asile, on a ajouté pour les femmes persécutées, pour les homosexuels. Vous savez, les homosexuels dans tous les pays musulmans, ils sont persécutés, et dans tous les pays africains. Donc vous allez tous les accueillir? Vous voyez bien que c'est délirant. Vous voyez bien on est sorti de la raison. Donc il faut arrêter. Et les chrétiens d'Orient persécutés, ça on accepte. Les chrétiens d'Orient, vous savez, ils sont pas en si grand nombre. Ah, donc ça va. Mais ce sont des chrétiens, mais moi j'en fais la différence. Ouais. Je fais la différence parce que nous sommes un pays. Donc les femmes de afghanes c'est culture non, mais les chrétienne. chrétiens d'Orient c'est oui. Les chrétiens d'Orient ne sont pas des millions et des millions comme les femmes afghanes. Un. Et deuxièmement, les chrétiens d'Orient, comme leur nom l'indique, ne sont pas musulmans. Je ferai la différence entre les musulmans et les chrétiens parce que je pense qu'il y a une différence civilisationnelle et que nous sommes un pays de culture chrétienne et que les musulmans, sauf exception, évidemment, par exemple, les Kabyles qui se détachent d'un islam rigoriste et qui veulent s'assimiler à la culture française, à part cela, ne veulent pas s'assimiler à la culture française et ça donne l'islamisation du pays, c'est-à-dire que c'est des villes qui ne sont plus françaises, qui sont islamisées. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Quelle ville est islamisée? Vous savez, vous allez n'importe où en France, vous avez des quartiers entiers, vous avez des banlieues, vous avez Marseille. Mais à quoi vous avez vous voyez que ces villes sont islamisées? vous savez, quand vous avez dans les rues, au marché, 80% de femmes voilées, quand vous avez dans les rues des boutiques qui sont toutes halal, moi j'appelle ça un pays et une ville islamisée. Alors, on peut Oui, vous aller dans vous un... portez vous portez une djellaba vous quand vous sortez?
Non. Non, bah alors Benjamin Duhamel a dit c'est pas parce que moi ne j'en faites que je pas considère. semblant, Non mais ne faites Éric pas Zemmour, semblant. Éric Zemmour, attendez, écoutez, on peut ne pas avoir un discours irénique sur l'islam, voir les dangers de l'islamisme, voir effectivement parfois la façon dont les Français peuvent être interrogés par certains signes ostentatoires, le voile intégral ou autre, sans forcément considérer qu'il y a des villes françaises qui, comme vous le dites, où tout le monde porte voile et où le simple fait qu'il y ait un commerce halal signifie que ces villes sont islamisées. Le droit à la nuance que vous revendiquez, Éric Zemmour, sur Benjamin ce sujet, j'ai pas le sentiment que vous l'ayez là-dessus. Oui, ça m'arrive, oui. Est-ce que vous Ça m'arrive, sortez de temps en temps du 6e arrondissement? Oui, ça m'arrive. Bon, et ben alors, vous verrez ce que je dis, tous les Français le voient. Et j'ai pas le sentiment, Éric Zemmour, que entre vous et moi, il y en ait un qui sorte davantage que l'autre ou pas. Bah si, moi je sors bien davantage que vous. D'accord. Ah bah oui. Oui, parce que tout simplement, je vais dans toute la France pour aller voir les militants de mon parti, et du coup, je me balade en France partout. Un mot encore sur l'immigration, toujours dans cette idée de leitmotiv que les pouvoirs publics ne seraient pas à la hauteur. Vous avez vu ce qui a été discuté aujourd'hui à l'occasion de la niche des Républicains, le fait de restreindre le droit du sol à Mayotte. Il n'y a pas de laxisme là, il y a une volonté d'agir face effectivement à un phénomène migratoire à Mayotte hors de contrôle. Il faut supprimer le droit du sol, pas seulement à Mayotte, dans toute la France. Ouais, Laurent Wauquiez dit à peu près ça, il dit il faudra se poser la question. Il l'a pas fait quand il était ministre, et LR ne le fait pas toujours pas alors qu'ils sont dans la majorité. Donc on se pose la question. Moi, ça fait des années que je dis qu'il faut le faire. Il faut, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Éric Zemmour, je voudrais qu'on parle d'économie et du budget 2025 adopté. Les motions de censure ont été rejetées. C'est une bonne nouvelle pour la France ou pas? Ça dépend sur quel plan on se passe. Si on veut dire qu'il faut de la stabilité, que la précédente motion de censure avait coûté de l'argent à la France, puisque les entreprises s'affolent, puisque les investissements sont retardés, etc., etc., je vous dis c'est une bonne nouvelle. Maintenant, si vous voulez me dire que c'est un bon budget, là, je ne vous dirai pas la même chose. C'est un très mauvais budget. C'est d'ailleurs... Mais c'est un mauvais budget qu'il fallait renverser en votant la motion de censure ou pas? Laissez-moi finir. C'est un très mauvais budget, qui est le frère jumeau du budget de Barnier, pour lequel Monsieur Barnier a été renversé. C'est là que je ne comprends plus, moi, le comportement des groupes à l'Assemblée. Par exemple, du Rassemblement Du National. Rassemblement National, mais aussi du Parti Socialiste. Ces deux groupes ont voté la motion de censure contre le budget de Monsieur Barnier, en disant que c'était un mauvais budget. Ils avaient raison de dire que c'était un mauvais budget. Et désormais, ils ne votent pas la censure contre M. Bayrou, alors que c'est quasiment le même budget. Et donc vous auriez voté la censure, vous? Moi, j'aurais pas fait la même chose. J'aurais, depuis le début, si j'avais eu la chance d'avoir un groupe aussi important Oui, d'avoir des même le Parti Socialiste, j'aurais demandé des choses au début de la discussion budgétaire. Ça a commencé en septembre. Des choses claires, précises, des réductions de dépenses. J'aurais dit que je ne veux pas d'augmentation d'impôts. Or, on a fait exactement le contraire. On a fait des augmentations d'impôts, et pour les réductions de dépenses, on s'est contenté de passer un rabot, vous savez, la fameuse technique, qui ne sert à rien. Mais on va parler de ça dans un instant, mais si vous étiez parlementaire, puisque par exemple, responsable politique, moi je vous prends au mot, c'est pour ça que je vous pose des questions d'opérationnalité. Si vous aviez été député là, est-ce que vous auriez censuré ce budget? Je vous ai dit que je n'aurais pas fait la même chose. Donc moi, je ne veux pas censurer depuis le début les gouvernements avec le budget, mais je dis, il faut modifier ce budget. Si je n'étais pas arrivé, à modifier ce budget, peut-être mon comportement aurait été différent. Et encore, ça dépend de la puissance de mon groupe. Mais le Rassemblement National, c'est quoi? Au fond, ils regrettent de perdre leur influence, puisque désormais que les socialistes négocient avec le gouvernement, ils n'en ont plus. Ils manquent de cap. Je vous l'avais dit, qu'ils perdaient leur influence, puisque évidemment que M. Bayrou, maintenant, s'est rapproché des socialistes, et que donc ils n'ont plus la possibilité de renverser le gouvernement. Mais moi, je ne comprends pas ni le Rassemblement National, ni le Parti Socialiste. Je veux dire, soit on dit, on ne veut pas censurer pour respecter la stabilité. Soit on dit, on censure parce que le budget est mauvais. Oui, c'est pas la même chose. Si on censure parce que le budget est mauvais, il faut censurer les deux. Parce que ce sont les mêmes. Et même, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Il est même peut-être pire, celui de M. Bayrou, que celui de M. Barnier. Je vous donne un seul exemple que j'ai vu aujourd'hui. Le régime de la TVA pour les micro-entrepreneurs. Exactement. Vous l'avez vu. Dont le seuil est abaissé à 25 000 euros par an. Eh ben, très bien. Vous avez vu. À 25 000 au lieu de 37 500 euros par an. Honnêtement, ça veut dire que ces petits auto-entrepreneurs, j'en connais beaucoup. Il y en a dans ma famille. Dont la moyenne de chiffre d'affaires annuel est très en deçà de ce seuil des 25 000. Pour cadrer le débat, Ça dépend lesquels. Il y en a qui se débrouillent mieux. C'est pas des sommes astronomiques, 25 000 euros par an. Ça fait 2 000 euros par mois.
c'est pas non plus la fortune, hein. Donc ces gens-là, on va leur demander de soit augmenter leur prix de 20%, 25%, soit de réduire leur marge de 25%. Ils n'y arriveront ni l'un ni l'autre. Donc on va les tuer. Donc je dis moi que j'ai même vu que le Rassemblement national avait proposé il y a quelques semaines la même mesure avec le taux, le ratio encore plus bas. Donc c'est vous dire, là je ne comprends plus. Je trouve que c'est... Et vous vous retrouvez de ce point de vue-là au diapason également de la France Insoumise qui proteste contre cet abaissement du seuil. Et ce ne sont pas les seuls. J'aimerais, Éric Zemmour, qu'on rentre dans le détail de votre vision économique, puisque vous venez de dire, il aurait fallu baisser les dépenses beaucoup plus fortement, ne pas augmenter les impôts. Et au fond, on voit bien, en vous écoutant en écoutant également Sarah Knafo, députée européenne, cette idée qu'il faudrait reproduire en France ce que va faire Elon Musk dans les jours et dans les semaines à venir, ce qu'a fait également le président argentin Javier Milei, l'idée de couper à la hache, à la tronçonneuse, certains diront. Et là, moi, je suis étonné, quand j'ai en face de moi un nationaliste, cette façon de vouloir dupliquer, calquer des recettes, etc. Est-ce qu'au fond, c'est la France? Est-ce que c'est cohérent avec la culture de l'État de vouloir appliquer ce type de recettes? Moi, je suis tout à fait conscient que c'est l'État qui a fait la France. Ça, vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. Pourquoi vous voulez sabrer dans cet État? Laissez-moi finir. Vous ne m'entendrez jamais dire le contraire. Je connais un peu mon histoire de France et je sais que c'est l'État qui a fait ce pays. Deuxièmement, là où je ne vous suis pas, il ne s'agit pas de dupliquer, copier, que sais-je encore. Il ne s'agit pas non plus de ne pas être nationaliste, comme vous dites, ou patriote. Vous savez, les plus grands, peut-être, nationalistes de l'histoire de France, en tout cas les gens les plus sourcilleux quant à la souveraineté de la France, je pense à Napoléon Bonaparte ou au général de Gaulle, sont justement ceux qui étaient le plus sensibles à la notion d'équilibre budgétaire. C'est ceux de Gaulle qui la création de la sécurité sociale, donc là Attendez, ne mélangez pas tout. Non, je mélange pas tout, mais présenter le général de Gaulle comme un héritier, présenter le général de Gaulle comme un héritier de Milei ou de Elon Musk, Vous mélangez tout, Benjamin Dionnet. Le général de Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, il a comme conseiller le libéral Jacques Rueff, qui lui dit qu'il faut un équilibre budgétaire. Et le général de Gaulle va imposer jusqu'en 1968-69 de son départ un strict équilibre budgétaire. Et pourquoi? Parce que qui dit déficit dit dette. Qui dit dette dit dépendance par rapport à ses créanciers. Le général de Gaulle ne veut pas de dépendance par rapport à ses créanciers. Alors vous coupez où? Le général de Gaulle, non seulement a tenu un équilibre budgétaire strict pendant 10 ans, mais de plus, sous le général de Gaulle, vous savez combien on était de prélèvements obligatoires, mon cher Benjamin Duhamel? On était très nettement. On était à 33% de prélèvements obligatoires par rapport au PIB, on est aujourd'hui à 48%. Et Jacques Chirac m'a raconté un jour une anecdote. Il était le secrétaire d'État au budget, sous l'autorité de M. Giscard d'Estaing, ministre de l'économie et des finances. Il voit le général de Gaulle. C'était, pour tout vous raconter, en 68, à Grenoble, le général de Gaulle allait inaugurer les Jeux Olympiques de Grenoble. Et de Gaulle lui demande, Chirac, à combien sommes-nous de prélèvements obligatoires? Chirac dit 33%. Et de Gaulle lui réplique, c'est très bien comme ça, et vous y restez. Voilà la pensée du général de Gaulle. Donc, Éric Zemmour. Zemmour. Ne faites pas un socialiste ou un étatiste. Donc, Éric Zemmour. L'État et l'étatisme, ce n'est pas la même chose. Où est-ce que vous coupez? Où est-ce que je coupe? Très bien, bonne question. Vous voyez, déjà on a réglé cette question. Où je coupe? D'abord, il y a énormément de gabegies. L'État se disperse, se répand partout. Des allocations pour les vélos, pour les voitures électriques, pour le pass culture, je vais vous raconter, Qui sont des sommes, Éric Zemmour, dérisoires. Donc, quand on parle d'une dette qui équivaut à 110% de son produit, bon. Vous savez, si vous me laissez pas, mais je vous laisse. Je commence exprès par les petites sommes. Je peux vous amuser avec, il y a 5 millions pour la protection de la précarité menstruelle. Il y a 1 million pour des allocations aux étrangers migrants qui rentrent chez eux. Vous voyez, des sommes dérisoires. Enfin, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et il y a des grosses sommes. Il y a, par exemple, les subventions aux associations, beaucoup politisées, qui se retournent contre l'État. On l'a vu là encore avec le procès Boilem.
Là, c'est plus des petites sommes, hein, c'est 11 milliards. Et avec les subventions données par la sécurité sociale et par les collectivités locales, ça fait 23 milliards. D'accord, mais Je continue. Mais chacun sait que la personne qui veut couper dans les dépenses publiques doit s'en prendre à la sphère sociale. Dans la sphère sociale, est-ce que vous baissez les nombres de fonctionnaires? Non, mais attendez, c'est parce que là, vous me parlez de choses qui sont peut-être anecdotiques, en termes de montant. En termes de montant. C'est anecdotique. 23 milliards, c'est anecdotique. Les 20 milliards de subventions aux éoliennes, c'est anecdotique. Les 110 milliards de la politique de la ville depuis 2010, c'est anecdotique. Mais là, on parle d'économie à faire maintenant. Est-ce que c'est anecdotique, ça? Ouais. Est-ce que c'est anecdotique? On parle d'économie à faire maintenant. Je peux continuer comme ça pendant toute l'émission. Hein, c'est pas anecdotique. C'est des dizaines et des dizaines de milliards. Les agences administratives indépendantes, 1200 agences, 80 milliards. C'est anecdotique, Benjamin Duhamel? Bon. Donc on les supprime toutes, les agences? Oui, on supprime beaucoup. On taille dans le vif. On taille dans les associations, dans les subventions aux associations. On taille dans la politique de la ville. On supprime tout ça. Oui, tout ça, on supprime. Ça, c'est les gaspillages. Après, il y a la bureaucratie. Je n'élude pas le social, mais d'abord la bureaucratie, avant le social. Il y a la bureaucratie. La bureaucratie, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que il y a de plus en plus de normes partout, à l'hôpital, dans l'école, dans l'administration, etc., et qui coûtent de l'argent. Et qui en plus crée de la bureaucratie sans cesse avec des fonctionnaires toujours en grand nombre. Je vous donne un exemple très vite. L'hôpital. 30 milliards donnés aux ARS. 6 milliards, dont 6 milliards pour les services administratifs. Dans les 100 000 personnels de l'HPHP, l'hôpital parisien, il y a 30 000 administratifs. De moins en moins de médecins et de plus en plus de personnel. Donc on baisse le budget du ministère de la Santé. On supprime des postes administratifs. Est-ce qu'on baisse le nombre d'enseignants? Par exemple, dans la négociation, il y avait 4000 postes d'enseignants qui étaient en suspens. Qu'est-ce qu'on fait? On ne supprime pas des postes d'enseignants, on supprime des postes d'administratifs dans l'éducation nationale. Là aussi, c'est comme l'hôpital, il y en a de plus en plus. Et seulement après avoir fait tout ça, vous voyez, vous savez, on est suradministré en France. On a 85 fonctionnaires pour 1000 habitants, alors que les Allemands n'en ont que 56 pour 1000 habitants. Est-ce que on est moins administré qu'eux? Est-ce que leur service public marche moins bien que nous? Non. Et Donald Trump, c'est un modèle ou pas? Écoutez, je vous ai dit, il y a une vague en ce moment. On voit bien que en Europe et en Occident, il y a la volonté des peuples occidentaux de défendre leur identité, on a parlé d'immigration tout à l'heure, et leur liberté d'expression, et leur liberté. Vous diriez que c'est un modèle ou pas, Donald Trump? C'est une vague globale. Et dans laquelle vous vous inscrivez, vous étiez à Washington pour l'investiture. Justement. Vous assumez pas tout à fait de dire que c'est un modèle? Parce que j'essaye d'être un peu plus subtil que vous. Vous n'êtes pas sur tous les sujets, Éric Zemmour, si je peux me permettre. Non, j'essaye de vous faire comprendre qu'il y a une vague occidentale, que Donald Trump est le sommet de la vague, parce que les États-Unis sont la puissance dominante. Est-ce qu'il faut s'inspirer de lui? Il faut s'inspirer de cette vague. Moi, je fais partie de cette vague. Donc, évidemment, que je ne vais pas dire, je ne m'inspire. Mais c'est pas lui qui m'inspire ou moi qui l'inspire. C'est une vague globale. Vous savez, en Occident, dans l'histoire de l'Occident, c'est toujours comme ça. Quand il y a un phénomène politique, idéologique, économique, culturel, qui naît quelque part, il se répand dans tout l'Occident. Éric Zemmour, puisque vous dites que c'est un modèle, en tout cas quelqu'un qu'on doit regarder, parler de cette vague, est-ce que quand Donald Trump propose que les États-Unis aient pleine souveraineté sur Gaza et d'en faire la nouvelle Côte d'Azur, est-ce que là encore vous considérez que c'est un exemple qu'il faudrait suivre? Vous voyez pourquoi je vous voyais venir? Parce que je vous connais un peu, vous voyez, donc je savais que si je disais ah oui, il m'inspire, vous allez me sortir un truc qui n'a absolument rien à voir avec le budget, en me disant c'est pas anecdotique la politique internationale de Donald Trump, non? Vous avez très bien compris. Vous êtes de mauvaise foi et je vous connais. Et pourquoi c'est mauvaise foi? En l'occurrence, Benjamin Duhamel, je vous parlais d'économie et de budget. Moi, je parle international. Maintenant, vous me parlez de politique étrangère, ce qui n'a rien à voir. Maintenant, on peut parler de Gaza. On peut parler de cette proposition. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut séparer les Israéliens des Palestiniens. Est-ce que ça passe par, vous savez, la paix par des mesures de séparation? Les frontières, ça sert à ça. Séparation, c'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire que tous les Palestiniens de Gaza partent et quittent avant de Gaza. Par exemple, il n'y a eu de paix en Inde et au Pakistan que parce que les musulmans et les hindous se sont séparés et ont fait deux États, le Pakistan d'un côté et l'Inde de l'autre. Et je peux vous dire que ça n'a pas été tendre. Donc c'est une bonne idée portée par Donald Trump.
les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza. Le problème, c'est que personne ne veut les prendre. Que l'Égypte ne veut pas les prendre. Pardonnez-moi, que la le Jordanie problème, ne c'est veut pas pas que les personne ne prendre. veut les prendre, c'est que, comment dire, faire la proposition d'un nettoyage ethnique et demander à toute une population de quitter son territoire et d'aller soit en Égypte soit en Jordanie, c'est totalement contraire au droit international. Donc le sujet n'est pas de savoir quel pays accepterait d'accueillir les Gazaouis. Mais c'est intéressant, quand vous êtes une voix assez isolée dans la classe politique pour considérer que la proposition de Donald Trump est une proposition intéressante. Je vous réponds ça. Parce que je pense que la solution des deux États que défendent la France, l'Europe et toute la classe politique est morte. Mais on peut considérer que la solution à deux États... autre chose. Encore une fois, je vous dis faire de Gaza la Côte Je d'Azur. vous dis ça ne... Je ne crois pas que Gaza deviendra la Côte d'Azur. Ah bon. Mais je ne vous dis ça ne marchera pas. Mais vous savez, les Palestiniens, comme on dit, il n'y a jamais eu de nation palestinienne. Hein. Il faut arrêter avec ce fantasme. Donc ce sont des musulmans et ce sont des arabes. Donc ils peuvent très bien... En Jordanie, est-ce que vous savez qu'il y a 60% de Palestiniens, la population jordanienne qui est composée de Palestiniens. Donc il faut pas d'État palestinien, non? Ça c'est pas une façon d'aller vers la paix. À l'échelle humaine, il n'y aura pas d'État palestinien, et que s'il y avait un État palestinien, il deviendrait immédiatement un foyer de guerre contre Israël, comme on l'a vu à Gaza et comme on l'a vu, comme on le voit en Cisjordanie. Donc je remarque je ne crois pas aux deux États. Non mais je remarque, c'est intéressant. Vous citiez le général de Gaulle sur l'équilibre qui était le sien sur la politique budgétaire, mais que bizarrement quand on parle de sujets internationaux, là, l'héritage du général de Gaulle, il vous intéresse moins? Non, pas du tout. Je pense que vous avez raison. Le général de Gaulle a dit des choses très fortes en 1967. D'ailleurs, il avait largement raison, c'est-à-dire qu'une occupation entraîne une résistance et donc une guerre sans fin. Je pense que Israël est condamné à une guerre sans fin. Vous voyez, voilà, c'est parce que tout simplement les populations musulmanes considèrent que les Juifs ne doivent être jamais que des dhimmis et qu'ils ne peuvent pas avoir un État souverain. Ça c'est. Et vous mélangez là. Ah non, je mélange pas. Les combattants islamistes et la population palestinienne, dont certains aussi et dont même beaucoup cherchent la paix. La paix avec Israël. Vous parliez Éric Zemmour. Vous parliez Éric Zemmour. Dites-moi que les États arabes veulent la paix. Éric Zemmour, pardonnez-moi. Vous parliez du fait de sortir. Vous parliez du fait de sortir de plateaux de télévision. Il s'avère que quand on va en Israël et qu'on interroge un certain nombre d'activistes qui œuvrent pour les rapprochements entre les peuples, on voit qu'il y a, Éric Zemmour, ne vous en déplaise, des Palestiniens qui souhaitent dessiner ce chemin-là. Ils sont combien? Ils sont 3 là aussi? Ils existent. Ils sont 3, et je vous rappelle que qui a été massacré le 7 octobre? C'est des militants pour la paix israélienne. Absolument, et je crois que personne ici, pense des militants et que personne ici n'a minimisé de la moindre façon ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai pas dit ça. Quelques questions pour terminer, Éric Zemmour. Vous êtes président de Reconquête, un parti qui a en tout et pour tout une députée européenne, Sarah Knafo. Les journées sont un peu longues ou pas? Sarah Knafo montre justement comment peut travailler une députée Reconquête. Elle fait plus de travail que des dizaines de députés. Est-ce que c'est quoi cette sorte de traversée? Ah bah oui, le temps est un peu long. Excusez-moi. Les journées sont longues, Alors je vais vous dire, si vous voulez, je marche sur les deux jambes. Vous me demandez ce que je fais, en clair. D'abord, j'ai conservé évidemment mon activité d'écrivain. Donc vous écrivez un livre en ce moment? J'écris un livre, j'écris quelque chose. C'est un livre pour préparer l'élection présidentielle? Non. J'adapte mon livre Le Suicide français pour la télévision. Je vais être publié aux États-Unis. Mon livre Le Suicide français va être publié aux États-Unis. Ça demande également du travail, etc. Ça, c'est pour mon activité intellectuelle. Et par ailleurs, j'ai une activité de chef de parti politique. Donc, je vais dans toutes les fédérations. Je vais voir les militants. Nous en avons, vous savez, entre 75 000 et 80 000. Je pense que nous avons le premier parti militant. Et vous serez candidat à l'élection présidentielle ou pas? Nous verrons. C'est parce que quand on voit beaucoup, parce que quand on voit beaucoup Sarah Knafo sur tous les plateaux, on se demande si c'est pas elle qui sera candidate à l'élection présidentielle. Mais Benjamin Duhamel, malgré toute votre audace et la sympathie que j'ai pour vous, je n'annoncerai pas chez vous ma candidature présidentielle. Mais donc ça veut dire que vous l'annoncerez avant. Nous verrons. Un tout dernier mot, si Marine Le Pen est déclarée inéligible le 31 mars, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Ça change quelque chose pour l'élection présidentielle et ça change quelque chose pour Marine Le Pen. Ça serait d'ailleurs scandaleux. Maintenant, moi je m'adapterai à toutes les situations. Pour déclarer donc votre candidature à l'élection présidentielle. Merci. Merci. Éric Zemmour, président de Reconquête, d'être venu nous voir. Bon, tout le monde veut ça. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch, TikTok, Instagram, YouTube.
mettez la cloche pour ne rien rater, et je vous dis à la prochaine.